Bonjour. Comme vous le savez certainement, l'esclavage est un sujet tabou, un sujet qu'il ne faut surtout pas aborder lorsqu'on parle de l'archipel des Comores. Il nous paraît du coup essentiel de nous intéresser à cette question en essayant de vous démontrer pourquoi l'esclavage est-il un sujet tabou dans ce petit archipel de l'océan Indien. Pour commencer, il faut savoir que l'esclavage a toujours existé dans ce petit archipel, comme ça a toujours existé un peu partout dans le monde depuis la nuit des temps. Cela se traduisait souvent par le fait que le vaincu était réduit en esclavage par les vainqueurs lors des guerres entre guillemets tribales et interethniques. C'est donc un esclavage qui était pour le coup domestique, dépourvu, on va dire, des mauvais traitements. Et donc, lorsque les Arabes y sont arrivés à partir du 9e jusqu'au 16e siècle, il y a eu une deuxième couche d'esclavage qui est venue se superposer sur la première. C'est bien évidemment la traite arabo-musulmane, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, les Arabes étaient déjà esclavagistes, étaient des commerçants qui longeaient la côte est africaine pour essayer d'écouler leurs marchandises. On peut donc supposer que lorsqu'ils accostaient aux Comores et qu'ils y séjournaient, ils avaient des esclaves achetés et capturés un peu partout en Afrique. Le principe est resté le même, les bases sont restées les mêmes, on a juste changé de maître. Le deuxième aspect de cet esclavage, c'est le fait que malgré le fait qu'on reconnaissait à l'esclave son statut de serviteur, on le reconnaissait aussi comme étant un alter ego. Du fait que, de par les croyances, on voyait en lui le fait que nous sommes égaux face à Dieu. Il y avait cette considération-là pour les esclaves, le fait qu'on avait les mêmes croyances. Donc, vous l'aurez compris, la troisième couche d'esclavage qui est venue se superposer sur les deux premières, c'est bien évidemment la traite européenne qui se caractérisait par trois éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'on privatisait les terres, on expropriait les paysans et on les faisait travailler gratuitement. Deuxième élément, c'est le fait qu'on allait sur les terres pour aller chercher des hommes qu'on allait ensuite employer dans les champs. Donc c'est au cours de cette période qu'on est parti en Afrique pour aller importer massivement une ethnie en provenance de Mozambique qu'on appelle les Makwa et qu'on a massivement importé aux Comores pour travailler dans les champs. Le troisième élément qui caractérise cette traite européenne aux Comores, c'est tout simplement le fait de s'appuyer sur la position géostratégique des Comores dans le cadre de ce commerce illégal. Donc, parmi les hommes qu'on allait chercher sur la côte est africaine, donc parmi les Makwa, un grand nombre transitait par les Comores pour être déployés dans les autres îles de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Maurice, les Seychelles, mais également Madagascar. On avait aussi beaucoup d'attaques, beaucoup de raids de la part des pirates malgaches qui venaient aux Comores pour capturer des esclaves. C'est aussi au cours de cette période qu'on a construit tout autour du littoral, on va dire des barrières, ce qu'on appelle l'ingomé dans des villes comme Tsaweni, Itsandra, Moroni, Ikoni. Mais la plus célèbre d'entre elles, c'est bien évidemment la citadelle d'Anjouan. Vous l'aurez compris, depuis la nuit des temps, on a toujours eu des esclaves qui ont été importés au sein de cet archipel. Et pourtant, personne, aucun Comorien ne se reconnaît comme étant un descendant d'esclaves. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières et de plusieurs facteurs. Le premier facteur, je pense que c'est avant tout la religion. Il y a cet aspect d'égalité, l'aspect d'équité qui fait que lorsque les gens ils embrassent l'islam, ils sont de fait reconnus comme étant un des nôtres. Donc la religion, c'est un premier facteur d'intégration. Deuxième élément, je pense que lorsque des hommes se retrouvent échoués ou sont importés par la force dans une île perdue au milieu de nulle part et qu'ils n'ont pas les moyens de retourner dans leur pays d'origine, dans leur pays de provenance, ils finissent bien évidemment par s'y établir durablement avec des enfants, avec des femmes. Et beaucoup d'entre eux se sont accomplis à travers le grand mariage parce que, en dépit des défauts et des dérives qu'on peut dénoncer
autour de cette tradition, il faut aussi noter le fait que c'est un facteur d'intégration pour beaucoup de Comoriens en provenance d'ailleurs. Donc on sait que lorsque les gens ils accomplissent le grand mariage, ils s'acquittent de toutes les dettes qu'ils doivent à la société et donc ils finissent par être considérés comme étant des Comoriens comme les autres. Le troisième élément qui peut peut-être expliquer le fait qu'aucun Comorien ne se reconnaît véritablement comme étant un descendant d'esclaves, c'est peut-être le fait que pour ce qui est des Comores, on n'a pas des registres comme ça a pu être le cas dans les Antilles, à La Réunion, etc. On ne sait pas combien d'hommes ont été importés dans le cadre de l'esclavage aux Comores, tout simplement parce qu'on n'a pas les registres pour essayer de remonter les généalogies des uns et des autres. Mais je pense que l'élément principal qui peut expliquer le fait qu'aucun Comorien ne se reconnaît comme étant un descendant d'esclaves, c'est tout simplement le fait que nous sommes dans une zone de rencontre et donc nous sommes aussi le résultat de toutes ces rencontres, les descendants de tous ceux et celles qui sont passés par cet archipel.